Ils l'ont fait, les joueurs du Miami Heat ont gagné un match dans cette série malgré les absences, malgré les doutes et les inquiétudes qu'on avait. Eh bien Miami s'est imposé dans ce match 3, 115-104. Les Lakers donc ne sweeperont pas nos amis de Miami. Pour en parler, Erwan, comment ça va Erwan? Ça va très bien, il y a eu un super match. Super, une belle paire de chaussures, on va en parler dans 10 secondes. Et puis Arthur nous a rejoint pour débriefer ce match 3, ça va Arthur? Ouais, ça va et toi? Bon, ça va, écoute, j'aurais préféré une victoire des Lakers, mais on a vu un match serré. C'était un match serré, un super match. Écoute, Arthur, voilà. puisque tu es là, est-ce que LeBron est vraiment le GOAT? Pas maintenant, les gars. Alors regarde, il y a une belle bravo les gars, superbe, merci. C'est pas grave, il y a Tom qui va venir en scred, venir justement pour récupérer tout ça, parce que c'est pas beau, mais on est avec vous en tout cas en direct. Il est 4h17, on a gagné 2 heures par rapport à d'habitude. C'est merveilleux, on va pouvoir dormir d'ici 1 heure, 1h30. Donc voilà, on sait aussi que vendredi prochain, il y aura un match 5, c'est la petite information du soir. Mardi aurait pu être le dernier match, mais non, que nenni, on aura un 5e match quoi qu'il arrive, et pourquoi pas de 2 mardi soir, on sait jamais. Il y a beaucoup de choses à dire, des deux énormément côtés. de choses. Défensivement, les choix, LeBron, Anthony Davis, choix des hommes Butler, aussi. le choix des hommes, absolument les choix de coach. Il y a beaucoup de choses, mais avant ça, Erwan, tu voulais nous parler de cette petite paire de baskets. Et oui, on voulait faire la promotion de cette chaussure, donc Layup, et c'est bien parce que c'est français, les amis. C'est assez rare quand même pour être souligné que des Français se lancent comme ça dans la marque de chaussures. Elles sont très très jolies. Il y a un compte Instagram normalement qui devrait s'afficher, et n'hésitez pas à aller sur Instagram, les suivre. C'est une paire de chaussures qui vaut 120 €, et honnêtement, elle n'a pas grand chose à envier à tout ce qui se fait sur le marché. C'est une superbe chaussure, bien dessinée. Donc allez voir nos amis de Layup, on donne de la force. Toujours, c'est des Français, et voilà. Donc vous allez avoir plus d'informations sur le compte Instagram. Bravo à eux, en tout cas pour cette initiative. C'est pas facile de se lancer sur la concurrence du marché de la chaussure face aux géants que sont Nike et autres, Adidas ou Under Armour ou Atemi. On leur souhaite de mettre d'aussi beau Layup que Tyler Hero à la fin du match, qui a mis un magnifique end one. Alors allons sur le débrief du match. Alors d'abord les gars, c'est une énorme surprise, on va pas se mentir, que Miami remporte ce match 3, non? Bah oui, énorme surprise au vu de l'effectif, lorsqu'on a eu la confirmation un petit peu avant le début du match de l'absence d'Adebayo en plus de celle de Dragic. On pensait vraiment que les Lakers allaient faire le taf pour faire 3-0. Après, on sait qu'aucune équipe n'est jamais revenue d'un 3-0 en finale. Donc ouais, surprise quand même. Hein. Surpris, Erwan? Oui, surpris. De toute façon, on va pas se mentir. Les absents, l'impression de domination des Lakers sur les 2 premiers matchs, on avait du mal à imaginer le Heat pouvoir relever le défi. Maintenant, les Lakers n'ont pas voulu mettre les ingrédients d'un match dans une finale. Et en face, on a trouvé une équipe du Heat qui certainement se disait que pour eux, c'était déjà tu gagnes ou tu meurs, parce qu'à 3-0, on sait que c'est terminé. Et donc là, ils relancent complètement les finales, et de fort belle manière. Il y a une équipe qui avait la rage au ventre aujourd'hui, il y en a une autre qui l'avait pas du tout. Et c'est l'équipe qui avait le plus la rage et qui a le mieux joué au basket qui a gagné. Parmi les facteurs qu'on avait dit pour le match 2, que j'avais dit, je pensais justement au fait que les Lakers soient capables de nous faire un non-match. Ben voilà, ils ont fait un non-match. Il y a quand même un match plutôt serré, il aurait pu tourner à leur faveur, mais c'est vrai que quand tu parles des ingrédients, des trucs aussi basiques que l'intensité, l'implication, la concentration sur plein d'aspects des 2 côtés du terrain, franchement, on a été plutôt déçus par la performance globale des Lakers. On a vu des attitudes chez les Lakers qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Je parle même on le voit une fois par série. Par série, ouais, il y a encore. Une fois par série. Ouais, un petit peu. Mais là, vraiment, j'ai vu des attitudes chez les Lakers et qui peuvent pas aller avec une victoire à ce stade-là de la compétition. Honnêtement, défensivement, à part KCP, qui vraiment, lui, reste dans sa mission, notamment sur Duncan Robinson, on a vu des errements, on n'a pas vu les bonnes attitudes. Sur pick and roll, on est Caruso et KCP, les deux vraiment qui... Mais derrière, sur pick and roll, et puis le jeu d'attaque où on est complètement délité, en fer à cheval. On va revenir évidemment sur le cas Anthony Davis. On va revenir aussi sur LeBron James qui phagocyte complètement le jeu des Lakers à partir du 3e quart-temps. Monte à balle 2 à l'heure, pas de rythme, des faux pick and roll. Enfin voilà, on n'a pas reconnu ces Lakers-là qui nous avaient pourtant plu sur les 2 premiers matchs, et même sur la première mi-temps, notamment cette fin de 2e quart-temps, il y a eu du passing game, et à un moment donné, ils se sont arrêtés de jouer. Je ne sais pas pourquoi, on va essayer de comprendre. C'est de comprendre. Ouais, non, pour moi, c'est presque inexcusable, ne serait-ce que dans l'intensité mise par les Lakers. Tu gagnes 2-0, comme on l'a dit, voilà, c'est un match qui est hyper important pour eux.
t'as pas le droit de mettre aussi peu d'intensité lorsque tu rentres dans le match. Et pour moi, le début du match, notamment l'entame de LeBron James avec toutes les pertes de balles, elle est complètement représentative c'est complètement représentatif de l'état d'esprit de toute l'équipe. Ils n'étaient pas à fond. Et je pense vraiment que l'adresse des joueurs du banc des Lakers cache vraiment la misère. Parce qu'en fait, il n'y avait rien. Kuzma et Morris ont une adresse folle qui fait vraiment du bien. Ils mettent des gros tirs. Mais si ils font que la moitié de ce qu'ils ont fait ce soir, il y a plus 20 pour Miami et dès le début du match, quoi. Absolument. On va décrypter un peu ce match. Vous l'avez tous vu avec nous, j'imagine. On est d'ailleurs déjà 1000, donc c'est superbe. À 4h21, on est vraiment une communauté de baisers. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est complètement fou. On va directement sur le début du match. Miami décide de passer en zone de la 3e défense. Donc le choix et le parti pris de la zone était très clair. Spoelstra a dit on va jouer de la zone comme sur le match 2 et pourtant ils ont ajusté pendant le match. Ils ont beaucoup moins fait de zone que dans le match 2, je trouve. Ouais, ils ont plus alterné et ça je trouve ça intéressant pour pas que les Lakers s'installent sur cette attaque de zone comme ils l'avaient fait sur le match 2. Il a fait de la zone beaucoup plus rapidement que sur le match 2, mais par contre ils ont alterné des séquences zone indiv du coup. Quand on voit le jeu d'attaque des Lakers, on se dit que finalement qu'ils n'ont jamais trouvé leur rythme. Et du coup, donc déjà, crédit à Eric Spoelstra et au Heat pour cette défense-là, toujours matcher un petit peu les différentes défenses. Voilà, déjà, c'était intéressant de ne pas se dire on fait zone et on verra. Ils sont allés un petit peu plus loin stratégiquement et c'était intéressant. Le début de match, et comme tu disais Arthur, il est exactement l'image de tout le match. C'est-à-dire qu'on se retrouve rapidement à 29. Alors j'ai noté, il y avait 16-8 premier temps mort pour les Lakers. 3 parts de balles déjà de LeBron, sachant que la première c'est une petite passe à Dwight Howard, on l'a donné à Dwight Howard, mais en vrai c'est pour LeBron. Je te retrouve donc mené de 11 points après 5-6 minutes et LeBron est à 3 paires de balles et rapidement Anthony Davis le rejoint avec 4 paires de balles. Ah non, c'était une faille individuelle par les leaders des Lakers et puis voilà, puisque le jeu passe par eux en grande partie, tout de suite ça l'a pas fait. Et tu te retrouves à moins 11 au bout de quelques instants. C'est à peu près le score c'est à peu près l'écart qu'il y a eu pendant tout le match. Ouais, jusqu'à ce qu'il y a à la fin. Les Lakers font un petit semblant avec l'adresse dont on a parlé juste avant sur le 3e et 4e quart-temps. Mais voilà, après, il faut aussi donner du crédit au Heat qui a su très bien jouer, notamment Jimmy Butler qui a été héroïque. Franchement, il a été incroyable d'agressivité, d'adresse aussi. Il a mis des tirs difficiles, que ce soit sur le lancer franc ou dans le jeu. Donc il faut aussi mettre du crédit pour Miami. Dans le 29, de toute manière, Jimmy Butler, il est déjà dans le match. Franchement, on pourrait analyser seulement les 5-7 premières minutes. Sans parler du reste, parce que c'est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès le début, Jimmy Butler il est très agressif. Parfois, on le voit ne pas aller au lay-up, chercher des passes. Bon, il finit encore une fois à 13 passes, ça fait 2 matchs de suite. Mais cette fois-ci, il a été omnipotent et du début à la fin, le bon Jimmy. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est qu'il emmène son équipe avec lui. Ils avaient besoin de ça, parce que derrière, on sait que c'est très jeune. Les Tyler Hero, les Duncan Robinson. C'est lui qui avait besoin d'insuffler, de dire on peut le faire. Et c'est ce qu'il a fait dès le début du match. Et surtout, à la fin, dans le 4e quart-temps. Et c'est vrai que, il fait 13 passes décisives, donc ce que je vais dire, ça peut être, tu peux me dire que c'est pas tout à fait juste, mais des fois on aurait aimé qu'il soit presque encore plus agressif. Sure. Tant il est allé chercher un petit peu des fois des passes, alors qu'on a l'impression qu'il pouvait aller ou scorer ou au moins provoquer une faute. Il y avait une action sur Anthony Davis qui fait semblant de venir à l'aide. Exactement. Il y avait un grand layup, il fait une passe. Il n'empêche avant le match, moi j'avais dit que je voulais plus un Jimmy Butler plus en mode Jordan scoreur que Magic Johnson passeur. Bon, là, il a fait du Magic Jordan, quoi. Il a fait les deux. Jordan. 40 points et 13, on a vu ses stats, un premier triple-double pour lui, forcément, en play-off. 40 points, 11 rebonds, 13 passes. Ça a été, évidemment, c'est le grand MVP de ce match-là, le grand MVP de la nuit. Il a été merveilleux de bout en bout. Il a énormément joué dans ce match-là. Je regarde à combien de minutes il finit notre amour Jimmy. Il joue à 45 minutes. 45 minutes, ni plus ni moins. Donc, pas mal pour Jimmy Butler, à 14 sur 20 au tir aussi. Il n'a pas tenté un tir à 3 points. C'est à noter. Il en a beaucoup refusé. Mais il a été très agressif face à lui à Réchi. Donc, non, mais c'était un choix clair. C'était un choix clair. 2-3 fois, il était ouvert. Pourtant, en show, il était ouvert. Non, il a tout le temps temporisé. Vraiment très agressif, se rapprocher du cercle dans des zones à lui. Ouais. On l'a vu sur KCP, on l'a vu sur Markieff Morris, sur LeBron James aussi. Aller vraiment se rapprocher dans des zones de confort, pas forcément aller à 3 points. Parce qu'on a vu à un moment donné le Heat qui tentait peut-être trop tôt les stockades avec des tirs à 3 points très rapides. Et Jimmy Butler, justement, lui a amené cette alternance pour amener ou des lancers francs ou des tirs à lui proche du panier, et ça a très bien marché. Dès le début du match, là j'avais noté, il est déjà à 8 points, 3 passes, 2 interceptions. Mais ce qui est dingue avec les Lakers, c'est que même s'ils sont pas très bons, eh bien ils se font ce run avec les remplaçants, ils mettent un 14-4 et qui les relance complètement. Ils égalisent même avec le Heat. Mais ce qui nous étonne tous,
c'est le passage dans ce premier quart-temps d'Anthony Davis, qui est catastrophique. Des fautes, pas de tir tenté, des pertes de balles. Ouais, dès le début du match, on voit qu'il n'est pas dedans. Moi, ce qui m'a plus sauté aux yeux, c'est la manière dont il recevait ses ballons. Le peu de ballons qu'il avait, c'était toujours très loin du cercle. On avait l'impression qu'il n'avait pas la volonté de se rapprocher et d'essayer de trouver des zones où il est à l'aise, sur le post-up ou même sur le pick and roll. Dès qu'il posait un écran, il le posait à peine, il restait jambe droite, et c'est pas du tout l'Anthony Davis qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que c'est assez inquiétant. Alors pas forcément pour le reste et pour l'issue de la série, mais sur sa capacité à se dire, au bout d'un moment, on est sur un match 4 des finales, il faut pouvoir t'y mettre. Donc voilà. Archi intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Il est frustré dès le début du match. On le voit, ça peut arriver des fois de rater un début de match. Le problème, c'est ce qui est inquiétant pour lui, c'est qu'il n'a jamais réussi à se remettre dedans. Et quand il n'est pas bien comme ça, déjà, moi je l'avais déjà dit face à Denver aussi, c'est que Anthony Davis, c'est un joueur très fort qui peut faire plein de choses, mais quand il passe sa vie au large et que c'est un mauvais soir, eh ben, il ne sert plus à rien. Et je suis surpris de l'écart entre ces deux premiers matchs et de ce match-là. Quand il n'y est pas comme ça, avec des ballons en touche, une mauvaise adresse, où il a fait le plus mal au hit sur les deux premiers matchs? Sur une énorme agressivité au rebond offensif et en se rapprochant du cercle sur du post-up. Il n'y a pas Adebayo en face. Il doit les massacrer sur du post-up. Et là, on l'a quasiment pas vu, en tout cas trop peu vu et trop tard sur du post-up. Il était en fer à cheval et il s'est perdu complètement au large. Et bien voilà, ça donne un plus-minus à moins 26. C'est énorme pour un joueur aussi fort. C'est énorme. Et puis voilà, il doit le savoir mieux que personne. Il n'est pas bon, il n'est pas dans un bon soir, il n'est pas rentré dans son match, va chercher 3-4 rebonds offensifs. À un moment donné, sur un face-up, il met un tir, il va prendre un rebond off sur une énorme claquette là, sur le lay-up de Caruso. On se dit, il met un lay-up à un moment donné avec Rondo. Voilà, il va s'y mettre 2 fois. On a cru qu'il était rentré dans son match et non. Il passe au large. Et en plus, quand les Lakers, de manière générale, sont aussi pas inspirés en attaque, tu vois, c'est là qu'on voit que quelque part, LeBron est le leader de cette équipe et que lui, il n'est pas encore ce leader-là parce qu'il a sombré avec son équipe au lieu de se dire, je vais moi me rapprocher du cercle, on va aller se remettre dans le rythme avec des paniers faciles. Et en plus, je rebondis, en plus il a eu des occasions de se remettre dans le match. À un moment, il a un passage, il met un 3 points et un 2 points très rapidement sur un intervalle de temps très court. C'est ces moments-là dans lesquels tu dois te remettre dans le match, te dire allez hop, c'est bon, je me mets une pelée en défense, je repars, je vais trouver de l'agressivité. Et il n'a pas su rebondir sur le peu de bonnes actions qu'il a fait. Donc c'est vraiment dommage. Ce qui est Alors, sur la ligne de stats, ce qui, moi, me marque, donc c'est forcément le moins 26 de plus-minus. 15 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals, 5 paires de balles, et surtout, 9 tirs tentés. Il a 6 sur 9 au tir, et 2 lancers francs tentés. Elles sont là, les stats folles d'Anthony Davis. Moi, les 9 tirs tentés et les 2 lancers francs. Ouais, comment un joueur aussi dominant comme ça, avec Bam Adebayo qui n'est pas là pour s'opposer à lui, donc ça veut dire qu'il a des oppositions avec des mecs plus petits ou des mecs moins forts, ou les deux. Et tu te retrouves qu'à shooter que de lancers francs. Si tu shootes que de lancers francs, ça veut dire que tu es très loin du cercle. Et ça veut dire qu'il est dans un registre qui n'est pas le tien. Donc voilà, mais on sait que par moment, il est capable de s'oublier comme ça, et ce soir, ça en a fait partie. En tout cas, à la mi-temps, c'est très serré finalement. 58-54 avec les Lakers qui reviennent, avec un bon Kyle Kuzma notamment. Vous avez aussi Rajon Rondo qui est plutôt pas mal sur des pénétrations, même s'il marque pas beaucoup de points. Il est important à la création, absolument. Il y a Markieff Morris qui va arriver, qui va faire un match fantastique. D'ailleurs, Kyle Kuzma et Markieff Morris finiront tous les deux à 19 points. Le match avance, il y a encore un petit écart. Alors je regarde vite fait sur nos amis d'ESPN à combien ça remonte. Miami. Je suis sur le match 2, donc ça va pas marcher. Donc 30 secondes. Je regarde. Il y a un autre petit écart. 68-54 à 7 minutes de la fin du troisième quart-temps. En fait, il y a un 10-0 au tout début de la deuxième mi-temps. Et là, on se dit... Et pourtant, on se dit que les Lakers vont revenir à tout ça, mais ils n'arrivent pas à rebondir, en fait, dans l'état d'esprit, les Lakers. Ils se sont fait rentrer dedans. Honnêtement, on va parler un petit peu aussi de 8. Ils leur sont rentrés dedans, vraiment. On les a sentis beaucoup plus agressifs. Moi, on a retrouvé le jeu d'attaque aussi de Miami. On a vu ses main à main, ce jeu de passe, des tirs ouverts, des ouvertures. Un bon Kelly Olynyk aussi. Mais Kelly Olynyk est alors pour ceux qui, des fois, se moquent un peu de lui, Kelly Olynyk est un putain de bon joueur de basket. Et ça s'est vu ce soir, il a pesé dans le jeu de passe. Défensivement, il a fait ce qu'il a pu, donc il gêne un peu aussi. Il met des paniers. C'est un mec qui sait tout faire sur un terrain. Et il a bonifié le collectif. Aujourd'hui, je pense que tous les tournes autour de Duncan Robinson et Tyler Herro et Jimmy Butler se sont éclatés aussi avec lui. Et on a retrouvé ce jeu de passe qu'on n'avait pas retrouvé sur les deux premiers matchs. Et alors, peut-être parce que les Lakers aussi ont moins voulu livrer un combat, mais parce que aussi, je pense que le hit était cette fois-ci
prêt à d'abord mettre les coups en premier plutôt que les recevoir. Ah bah, et ça change tout. Et ça, on l'a dit de très nombreuses reprises, on a eu l'impression que Miami était venu pour se faire châtier, malheureusement, sans les crocs. Au premier match, malgré la bonne entame, rapidement, ils sont rentrés dans le rang. Là, c'est vrai que ça s'est complètement inversé. Alors, est-ce que c'est une méforme des Lakers ou Miami qui surperforme, entre guillemets surperforme? Un peu des deux. Peut-être un peu des deux, comme toujours dans les matchs de basket. Ouais, non. Un peu des deux, je sais plus ce que je voulais dire. Ça arrive. Alors, il y a Twitch qui nous dit la culture de l'instant. Non, on est en train de débriefer le match 3. Si tu veux, on peut débriefer le match 4, mais il n'a pas encore eu lieu. C'est culture de l'instant. On vient de regarder un match, on débriefe le match du moment. C'est pour ça que je ne dirais qu'on fasse un débat sur les meilleures finales de l'histoire. On peut le faire si tu veux. Oui, mais bon, une autre fois. Est-ce que c'est cette finale la meilleure de l'histoire? Non, certainement pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que cette finale est relancée. Parce que n'oublions pas quand même qu'après le match 2, on était tous à se dire le sweep, putain, on est frustrés quand même de ces finales avec les super playoffs qu'on a vécu. On avait envie de voir une finale et énorme crédit à Miami et Jimmy Butler qui relance complètement ces finales parce que le match 4 sera forcément une énorme bascule où Miami revient de 2. Avant de parler du match 4, on va quand même parler de la fin de ce match-là. Effectivement, ce qui est bien avec les Lakers, c'est qu'ils reviennent dans le match, qu'à un moment donné, ils sont à égalité 89-89. Il reste 9 minutes. Il y a 91-89 sur le lay-up main gauche de Rajon Rondo. Et alors là, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Comment on explique que les Lakers de LeBron James, Rajon Rondo, Anthony Davis ne jouent plus qu'à 5 à l'extérieur avec Kuzma ou Markieff Morris avec Anthony Davis et qu'il n'y ait absolument plus d'alternance, plus de mouvement en attaque et que LeBron justement joue la dribble. Comment on explique ça? Moi je pense que c'est un petit peu l'histoire de LeBron James et son omnipotence sur le jeu dans toutes les équipes par lesquelles il est passé depuis sur la fin de Miami, les années à Cleveland et les Lakers. C'est un super joueur, voilà, tout le monde sait que je le kiffe, mais au bout d'un moment, le jeu tourne trop autour de lui, le jeu est arrêté et tout le monde le regarde, tout le monde est spectateur et de une, c'est insupportable à regarder, je pense pour tout amateur de basket, et de deux, on trouve pas toujours des bonnes solutions. Il y a Rajon Rondo qui peut arriver à l'aider et à partir du moment où les joueurs ne sont pas adroits sur les renversements et sur la création qu'il fait, il n'y a plus rien. Et après, les autres le Miami marque de l'autre côté et ça fait -4, ça fait -6, ça fait -8 et à la fin, le match est perdu. Donc je trouve ça assez catastrophique. Moi, je comprends pas. On a retrouvé, tu as raison, LeBron. Moi, je comprends pas de remonter la balle à 2 à l'heure, arriver jusqu'à la ligne à 3 points, s'arrêter. Dribbler, faire des pseudo pick and roll qui sont même pas des pick and roll appuyés pour qu'il y ait un pop clair, un roll clair, il y a rien, voilà. Il a décidé, et pour répondre à ta question, comment on peut expliquer? Parce que je pense que LeBron a décidé que cette fin de match devait lui appartenir. Mais alors, elle lui appartient que dans un sens du terrain, parce que de l'autre côté, j'aurais aimé aussi que quand on a compris que Jimmy Butler à la fin, c'est tout lui qui joue toutes les possessions. Vas-y, va t'y coller, tonton, comme t'avais été capable de faire. Il a pris énormément de valises quand il défendait. À un moment donné, Butler lui marque un panier dessus et il prend la balle, il tape la balle un peu frustré. Mais tonton, tu donnes un drive plein milieu. Une fois, là, il a été magnifique sur les 2 premiers matchs. Là, c'est le LeBron qu'on n'aime pas. Alors, c'est pas la culture de l'instant, c'est la sortie d'un match. Et ce match-là, j'ai pas compris. On peut pas lui imputer à lui seul cette défaite parce que quelque part, je pense qu'il les tient aussi, les Lakers. En première mi-temps et la milieu du 3e quart-temps. Mais quand tu commences à dribbler tout seul, aller se heurter sur la ligne à 3 points, arrêter de dribbler. Je ne comprends pas. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Et surtout, si tu as envie de prendre le match à ton compte, prends-le des 2 côtés du terrain. À un moment donné, il cadre un peu Butler, il y a un pick and roll, et il laisse KCP switcher et aller prendre encore un nouveau panier sur Butler. Voilà, j'ai pas suivi ça, j'ai pas compris ce qui. LeBron, il y a une stat qui est folle. Il rate encore le triple-double à 2 passes. Il fait encore 8 balles perdues avec 2 énormes marchés. Il est devenu le 2e meilleur passeur de l'histoire des playoffs. 2e meilleur passeur de l'histoire des playoffs en passant de John Stockton, effectivement. Magic est un peu loin. Faudrait qu'il joue encore 5 ans, ce qui est tout à fait capable, notre ami LeBron. Mais les 2 énormes marchés que d'habitude, on ne siffle pas trop à LeBron. Là, ils ont été sifflés, les arbitres ont porté leurs couilles. Ouais, les arbitres ont porté leur couille, c'est ce qu'on s'est dit lorsqu'on regardait le match. Habituellement, c'est le genre de calls qui sont pas sifflés sur les Browns. Mais pour revenir sur la stat des 8 turnovers, c'est pas des pertes de balles qui sont forcées ou c'est vraiment de la facilité. Et voilà, ça fait 8 pertes de balles, c'est énorme. Enfin, c'est incroyable pour un joueur. À ce niveau-là, là, on parle de finale. C'est pour ça qu'on est aussi un peu dur peut-être avec Anthony Davis. Mais on est sur des finales NBA, c'est le top du niveau. Donc c'est normal qu'on soit dur lorsque les joueurs n'y sont pas. Hein. Les Lakers sont à 19 pertes de balles sur ce match-là, c'est énorme. Ils étaient à 7-8 dès les premières minutes du match. Ils ont un peu mis la main sur le ballon, heureusement. Hein.
Je prends un peu ta place, Oui, Tom. Du coup, j'ai une question pour vas-y. vous. Est-ce que le fait de jouer petit comme ça, de ne pas mettre un petit peu Dwight Howard, un petit peu plus pour peser, parce qu'on a vu que chaque fois que Dwight Howard est sur le terrain, il pèse, notamment dans cette bataille du rebond qui, j'ai l'impression, tu me diras les chiffres, a été beaucoup plus équilibrée que sur les deux matchs. Est-ce que l'utilisation de Dwight Howard, la sous-utilisation du moins de Dwight Howard, n'est pas une bascule dans cette rencontre? Moi, je ne comprends pas ce choix, honnêtement. Alors, pour donner la stat, c'est 43 rebonds pour les Lakers, 37 pour Miami. Donc, Il y a match. Miami a fait le taf, sachant qu'il y a 11 rebonds offensifs pour les Lakers, 3 pour Miami. Moi, je comprends pas que tu ne joues pas avec un grand, au moins que tu n'essayes pas de jouer avec un grand, surtout quand tu vois l'utilisation d'Anthony Davis, qui joue vraiment en 4 au large. Donc si tu joues avec Kyle Kuzma ou avec Markieff Morris, t'as un autre mec intérieur au large. Avec Dwight Howard, ça va t'apporter un mec qui va poser un vrai écran, qui va flasher dans la raquette, et un flash dans la raquette, ça ouvre les espaces. Et autre chose, si tu n'es que sur la périphérie, il y a des tirs à 3 points, donc il y a des rebonds offensifs à aller chercher. Dwight Howard est très fort là-dessus. Je suis persuadé qu'il y aurait eu des secondes chances, beaucoup plus de secondes chances pour les Lakers. Donc moi, j'aurais fait un choix complètement différent. J'aurais mis Dwight Howard, et je pense que toi aussi. Ouais, Arthur, t'en dis quoi? Ouais, surtout que sur le peu de minutes sur lequel quand il était sur le terrain, il était plutôt pas mal sur le rebond offensif et tout. Après, je pense que la volonté de pas le mettre sur le terrain, c'était vraiment de laisser Anthony Davis, mais peut-être plus pour le trouver à l'intérieur. Et ce que les Lakers n'ont pas réussi à faire, ou ce que Anthony Davis n'ont pas choisi de faire, n'ont pas choisi de faire, ou peut-être qu'Anthony Davis était un petit peu trop large. Donc maintenant, après, oui, on a envie de dire ça, mais je pense vraiment que la volonté des Lakers, c'était quand même de trouver Anthony Davis sur des positions un petit peu plus basses, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils l'ont pas fait, et on était très étonnés, honnêtement, qu'il ait si peu de ballons au post-up, parce que dans la deuxième mi-temps, je vois 2 ballons. Il y en a un où il met un fade-away, très dur, avec 2 défenseurs, mais il le met. Il y en a un deuxième où il y a l'aide, enfin en tout cas il y a la défense qui change un peu, boum, il quitte sur Markieff Morris qui est tout seul, 3 points, et après il y a un autre tir, alors une troisième où quand il revient dans le match, il prend un tir, mais en fait c'est les seuls ballons qu'il a joué à l'intérieur, et l'apport d'un autre intérieur qui est pour le coup jamais à l'extérieur comme Dwight Howard, moi je pense ça aurait été bénéfique pour cette équipe, donc ils sont trompés de game plan. C'est-à-dire que quelqu'un a dit dans les commentaires, quelqu'un a dit les Lakers se sont trompés de match, et voilà, se sont trompés de gameplay. On est complètement là-dedans. Ils ont dominé à l'intérieur physiquement, et là non. Sur les 2 premiers matchs, on a eu la sensation que les Lakers étaient plus forts parce qu'ils appuient là où ils étaient dominateurs. Et c'est pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ils ont voulu jouer à un jeu qui se rapproche plus du jeu du 8. Et à ce jeu-là, le 8 est meilleur. À ce jeu-là, le 8 est meilleur. À jouer un peu plus très au large, tout le monde, ils ont perdu. Alors, c'est vrai que ça avait marché l'adaptation face à Houston, mais Houston est une équipe qui joue bien moins au basket que le 8. Et puis aujourd'hui, je te dis, on le répète, il va falloir aussi qu'on s'y attarde aussi, c'est la performance exceptionnelle de Jimmy Butler. Taylor Hero, même si Taylor Hero après dans l'adresse, il a 3 sur 14, évidemment, il met 3 tirs à la mais fin. quelque part, il a quand même énormément pesé sur la rencontre. Voilà, alors, parlons de Jimmy Butler, et tu vois, quand on parle de les Lakers sont trompés, moi je pense que Jimmy Butler, sa performance, elle est fantastique, il met 40 points, il a un triple-double, il est magnifique, mais je ne comprends pas comment Jimmy Butler peut avoir joué autant de 1 contre 1 sans personne dans la raquette derrière. C'est-à-dire que la seule aide, c'est quand LeBron vient faire une grosse faute sur un... Voilà, il essaie de passer en dessous de Jimmy Butler, il y a une grosse faute. Ou Rajon Rondo Ou Rajon Rondo une fois, mais je veux dire... En fait, il y a un gars qui joue que des 1 contre 1. C'est plutôt facile à défendre, c'est-à-dire que tout le monde doit venir en aide. C'est pas comme si autour, tout le monde avait été très adroit. Il y a eu quelques tirs, ils n'ont pas été très adroits. Peut-être qu'ils n'ont pas été très adroits, mais n'empêche que sur le terrain, tu as quand même Kelly Olynyk qui est en train de châtier tout le monde à 3 points. Tu as Tyler Hero qui, même s'il n'a pas été adroit, c'est un gars qui met des gros tirs. Et tu as Duncan Robinson qui est quand même un... que tu ne peux pas oublier, sur qui tu ne peux pas aider. Sur qui tu ne peux pas faire l'impasse. Même s'il a 2-8, tu peux aussi... Oui, non. Il a 2-8 parce qu'ils sont dans son short. Ouais, voilà. Pas que, il y en a eu 1 ou 2 gros, des grands tirs ouverts, il les met pas. On est d'accord. Oui, sauf que Duncan Robinson, voilà, tu sais que c'est un shooter élite, tu peux pas le laisser tout seul, et même s'il est un peu en difficulté sur ses finales, il est quand même très régulier. Donc il y avait aussi ça, tout simplement, les adaptations défensives des Lakers. Au bout d'un moment, il n'y a pas eu d'adaptation, c'est ça moi que je regrette. Les choix défensifs des Lakers, excuse-moi, voilà, au bout d'un moment, tu as Jimmy Butler qui est très bon sur du 1 contre 1, mais tu es obligé aussi de défendre sur les shooters à 3 points. Donc voilà, ils l'ont payé ce soir. Moi, ce que j'ai bien aimé de Frank Vogel depuis le début des playoffs, c'est que en fonction des équipes qu'il avait, il changeait de défense, de line-up, de machin. Moi, je trouve qu'en match, t'as le droit, sur 2 minutes, d'essayer autre chose. Si tu prends 3 points à l'opposé, on en discute. Mais là, tu viens de prendre 40 points par Jimmy Butler en 1 contre 1. Ça, c'est pas la grande spécialité, des coachs, mais même des coachs ricains, de s'adapter en cours de match. Il a pris surtout l'option, on l'a dit tout à l'heure, de jouer petit, de se priver de Dwight Howard. Et Dwight Howard sur un terrain. Et il me semble que dans les seconds rideaux, Dwight Howard, c'est quand même plutôt assez dissuasif. Et moi, je te dis, c'est ce que je reproche sur Jimmy Butler, c'est que LeBron, sur les 3 dernières minutes,
5 dernières minutes plutôt quand le match se joue, c'est qu'il ne veut pas s'y coller, ou à peine, ou pas assez, et qu'il n'y ait pas un tonton, et qu'Anthony Davis soit aussi, lui, incapable de se muer sur ce second rideau-là. Donc voilà, j'ai pas compris en fait ce qu'ont fait les Lakers. Et le Heat, par contre, pour le coup, ils ont appuyé là où ça faisait mal. Et avec Jimmy Butler, voilà, simple et efficace. Mais donc... moi, je continue à croire que c'est facile à changer en tout cas. Hein. Non, c'est ça. Si tu veux te faire battre ailleurs, il a mis 40. Non, c'est ça. Il a fait son plan de jeu. Il joue, il est agressif. Si ça vient sur lui, hop, il régale et il trouve des passes. Voilà, c'était ça. Hein. Et donc le basket en finale NBA, c'est pas censé être un peu plus difficile que ça Après, je sais pas, on connaît le basket à tous les niveaux, tu mènes 2-0, tu surdomines tes 2 premiers matchs. Tu te relâches quelque part. Les autres, à l'inverse, sont dos au mur. S'ils perdent 3-0, on sait que c'est fini. Voilà, on sait qu'après, une série, c'est long. Moi, je suis persuadé que les Lakers reviendront sur le match 4 avec d'autres intentions, parce qu'ils vont faire de la vidéo et qu'ils vont se regarder en disant, ah ouais, on est quand même loin de ce qu'on a fait jusqu'à là. Maintenant, il n'empêche que le dernier quart-temps des Lakers m'a échappé un petit peu dans leur gestion, dans le rythme qu'ils peuvent mettre. Surtout, tu sais que tu es fort sur des endroits, non, tu veux gagner en allant faire autre chose. Le Heat est une bonne équipe de basket, même privée d'Adebayo, de Dragic, avec un vrai leader, avec un vrai collectif, avec une vraie âme aussi, parce que pour les gagner ce match ce soir, il fallait aller avoir vraiment un gros cœur et une âme. Et au bout d'un moment, si tu ne respectes pas le Heat, le Heat gagne. Est-ce que tu peux mettre les commentaires, s'il te plaît, parce que beaucoup de gens disent qu'on force sur LeBron James. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match de LeBron, c'est très intéressant. Avant de passer au top, au flop, au joueur du match de Danny Green, J.R. Smith, on va essayer de parler de tout le monde, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis. Donc on vous laisse là 30 secondes, le temps que vous écriviez ça avec vos téléphones, sur le match de LeBron. Vous l'avez trouvé très fort, pas très fort, qui passe à côté de son match. Dites-nous, ça m'intéresse. Nous, en tout cas, pour être un peu complet là-dessus, on considère que LeBron a été très fort en première mi-temps. C'est lui qui maintient l'équipe des Lakers dans le match. Il n'y a rien à dire. Il les tient malgré des pertes de balles à la LeBron relâchées qu'on n'aime pas trop. Et puis la fin du match se délite complètement, où il n'y a absolument plus de mouvement collectivement des Lakers. Alors c'est pas que de son fait, mais quand il y a un mec qui moi, ce que je vois, c'est qu'il y a remise en jeu pour lui, c'est lui qui monte la balle, c'est lui qui va jusqu'à 3 points, et il n'y a plus de mouvement. Alors, et on sait quand même c'est quand même lui qui en impose, c'est quand même lui le playmaker de cette équipe. Donc au bout d'un moment, oui, sur ce match-là, j'ai quand même l'impression qu'il a un petit peu phagocyté les 6 dernières minutes et que ça s'est senti dans le jeu. Après, effectivement, il y a des mecs autour de lui qui sont... Danny Green est catastrophique, Anthony Davis, on l'a dit, passe complètement travers, et lui aussi se trompe de match. Voilà, mais il n'empêche que j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Alain Chabat, notre poteau Alain, qui dit LeBron très déçu, direct vestiaire, aucun regard vers le banc, mauvaise attitude. Sur ce match-là. Non, mais après, il doit être frustré. Tu peux pas rentrer dans les vestiaires et être content de son match. Moi, il fait un match énorme, 3 quarts-temps. Parce que quand ils font un retour avec Marc, c'est lui qui trouve deux super. Il est à un moment donné, il split un écran et on se dit, il a 35 ans ce mec, il a des jambes de feu. Après, je te dis, mais je comprends pas. Que ça soit défensivement ou offensivement, je comprends pas ce qu'il a fait. Monter la balle, s'arrêter à 3 points, dribbler, faire un main à main, récupérer la balle c'est tout. Moi j'aime bien quand les mecs parfois annoncent des systèmes et qu'il y a du mouvement. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ce basket-là. Des systèmes, des formes de jeu ou même les pick and roll, faire des vrais pick and roll. Anthony Davis, le peu de fois où il est monté, à chaque fois il posait à peine l'écran, LeBron passait 2 mètres au-dessus, au bout d'un moment tu peux pas créer de décalage sur ça. Non. Et même les défenses, elles passent en dessous de l'écran et au final il y a même pas de changement défensif. À la fin tu te ramènes, il te reste 8 secondes pour attaquer, tu fais des passes, de temps en temps tu as un petit peu d'adresse et comme je disais tout à l'heure, pour moi, vraiment, le score, il n'est pas représentatif, même s'il y a 10 points à la fin, il n'est pas représentatif de l'écart du niveau et de l'écart d'intensité qu'il y a eu pendant tout le match. On a été très il y a eu énormément d'adresses côté Lakers dans le match. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on était là, à 6 points, finalement, ils vont le faire. On se dit, c'est un match de traînard avec l'expérience, ils vont réussir à les envoyer ils vont réussir à les tenir pour revenir au score. Et finalement, ça l'a pas fait. Et au bout d'un moment, il y a la bascule à +10 et c'est fini. Il y a un commentaire, sans LeBron et sans Rondo, il serait à +20, +25. Ouais, mais bon, après, c'est normal. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas parce que quelqu'un t'empêche d'être à -25 quand après ces personnes-là à tous les ballons sur les 6 dernières minutes et qu'il n'en fait pas bon usage, c'est pas parce que sans lui, t'es pas +25, mais t'es à -3, à -4. Si derrière, c'est lui qui a les ballons en main, qui en fait pas bon usage, on a le droit de le dire. Il faut dire les deux. Voilà. C'est quand même des visions. On n'est pas là pour faire le procès de LeBron James. Aujourd'hui, c'est quand. C'est le meilleur joueur du monde. Quand les Lakers perdent, forcément, tu tombes sur les deux sur les mecs qui ont la balle, en tout cas. Et sur les mecs qui ont la balle en main. Après, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sa famille dans le chat parce qu'ils se sentent tous très offensés. Oui, ils sont très offensés. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime avec LeBron. Oui, c'est ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui a dit, vous verrez au match 4.
mais oui, on mais n'est pas inquiet. si tu veux, il sera en triple-double, le premier triple-double de la finale. J'ai pas de doute sur le fait qu'il va revenir fort. Allons sur les tops et les flops, et voici ce qu'on a choisi côté top. Il y aura évidemment beaucoup de Miami, parce que c'est très mérité. Miami sort une énorme performance, et au-delà de la performance des Lakers, eh bien, l'état d'esprit de Miami est à mettre en avant. Jimmy Butler, on en a beaucoup parlé. Mais revenons sur l'état d'esprit. Ils ont attaqué ce match 3 à la muerte exactement comme on l'attendait, c'est-à-dire que, tu le disais tout à l'heure, si tu perds, c'est fini. Mais ils l'ont attaqué de la meilleure manière, la meilleure manière possible. Et surtout, ils n'ont jamais eu de moment de down. Même un moment où il y a les tirs et les Lakers qui restent bons et je les ai sentis peut-être un peu plus en jambes, je ne sais pas pourquoi. Je les ai sentis surtout beaucoup plus agressifs. Et honnêtement, je les ai... Alors, je ne sais pas si c'est la défense des Lakers qui était un petit peu moins bien. En tout cas, ils leur ont posé beaucoup plus de difficultés et ils sont allés plus tôt sur la ligne. Ils ont provoqué aussi beaucoup plus de fautes tôt dans le match. Et tout de suite, ils sont parfaitement rentrés dans cette rencontre. Et c'est aussi pour ça, quelque part, que les Lakers, eux, ont eu du mal à rentrer dans la rencontre parce qu'en face, ils ont pris des mecs déter qui les ont joués tout de suite. Et qui n'ont rien à perdre. Et qui n'ont rien à perdre. Tu as deux de tes joueurs du 5 majeur qui sont pas là. Tu perds 2-0. T'es absolument pas favori. Au bout d'un moment, tu joues. Tu laisses le basket venir à toi, et ça l'a fait. Et quand tu as un leader vocal et par l'exemple comme Jimmy Butler, voilà, ça a donné le super match qu'on a eu ce soir. Et bravo à Miami pour la performance. Une performance au global de haut niveau. Tyler Herro était dans un excès de non-adresse malgré une fin de match avec un énorme tir là, à 45, un lay-up très difficile sur KCP qui me régale. Sur Caruso, et un dernier end-one à la fin du match. Et alors il finit à 17 points, c'est un peu en trompe-l'œil, mais comme tu disais tout à l'heure, il a eu beaucoup d'impact sur la fin du match. Ouais, il met des paniers. Ce mec-là, il a l'attitude et tout. Franchement, jeune comme ça, il doute pas. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'effectivement, il était dans un vrai trou d'adresse. On le voit 6-18, mais il sauve un peu les apparences. Mais il continue à prendre des gros tirs, et ce tir à 45, notamment, il fait vraiment mal. Il n'a pas peur de prendre les tirs. Il fait vraiment mal. Et ça, c'est un peu la marque des mecs qui sont prêts à jouer des finales NBA, quoi. Et ça, c'est intéressant à voir. Et il se fait surtout une sacrée expérience personnelle. On l'attendait pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'attendait à ce niveau-là. Avoir autant de responsabilités aussitôt dans sa carrière, c'est super pour lui. Donc 2 tops pour Miami, évidemment mérité. On va du côté des flops et on va retrouver Anthony Davis, j'imagine. Anthony Davis et les autres, parce qu'il y en a d'autres qu'il faut citer. Évidemment, on va enfin parler de Danny Green, incroyable. Anthony Davis, on en a beaucoup parlé, je vais reciter ses stats. Déjà ses stats à la mi-temps, parce que c'était complètement fou. Alors c'était quoi je retrouve ça... Non, je ne les ai pas notés, je vais juste dire qu'il avait 4 paires de balles et 0 tir tenté dans le premier quart-temps. C'est du jamais vu pour un joueur aussi fort qu'Anthony Davis. Et 2 fautes. Et bien sûr, et 2 fautes. C'est aussi pour ça que Frank Vogel change un peu ses rotations. Anthony Davis a passé un match, et pourtant il a commencé à enchaîner quelques tirs à un moment donné, mais comme un fantôme. Pas habitué à voir Anthony Davis comme ça des deux côtés du terrain. Lui aussi, il aurait peut-être un peu pu aider dans la raquette quand Jimmy Butler enchaînait les paniers, et pourtant très peu d'impact pour Anthony Davis. Parlons un peu de Danny Green, s'il vous plaît. Danny Green, voici ses stats. Notre ami, après son merveilleux match 2, finit à 17 minutes, 0 sur 6 au tir, 0 sur 4 à 3 points, moins 15 de plus-minus. Erwan ? À un moment donné, il met un drive. Au début, là, dès le début du match, je crois que c'était pas salut, mais c'était un drive. Il est dans un trou terrible. Alors c'est facile, on tire sur l'ambulance, parce qu'il est dans un trou terrible. D'ailleurs, Frank Vogel le fait jouer parce que voilà, c'est son starter, mais très vite après, en deuxième mi-temps, on ne le voit plus. Je sais pas s'il est blessé ou si c'est juste blessé à la tête, mais en tout cas, waouh, quoi. Qu'est-ce que tu dirais si c'était ton coéquipier, tu lui dirais quoi, Arthur ? Franchement, il faut être positif, donc je le pousserai. Mais vraiment, ce qui est bizarre, c'est que quand on voit sa carrière, notamment dans les finales, par toutes les équipes dans lesquelles il est passé, en fait, des fois, il a été très bon. Avec les Spurs, il fait des finales qui sont superbes. L'année d'après, il fait des finales qui sont nulles. L'année dernière, il fait des matchs où il fait 6 sur 8 à 3 points, je me rappelle. Et des matchs où il est catastrophique. Et en fait, il est hyper irrégulier. Au début des playoffs, moi, j'avais bon espoir en me disant, bon, pour l'instant, il n'est pas bon. Je pense que ça va le faire pendant les playoffs. Et puis, on va se rapprocher des échéances importantes. Plus il sera régulier, meilleur il sera. Et en fait, non, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand on voit qu'on l'a signé 2 ans sur 30 millions, on attend un petit peu plus.
On va pas se mentir, il fait peur à tout le monde, ça devient la risée des réseaux et tout. On l'appelle, donc derrière lui, il y a écrit How many more. Bah évidemment, depuis le début des playoffs, c'est combien de tirs ratés, combin de briques va-t-il enchaîner. Ça fait 2 matchs d'ailleurs de suite que Frank Vogel ressort J.R. Smith. On dirait qu'il court avec des bottes. C'est vrai. Quand il a chaud crâne, ça là, un peu il lève ses genoux là. C'est vrai. J'embarquais de l'enfer. Hein. On en est au point où voir J.R. Smith dans cette équipe, c'est moins choquant que de voir Danny Green, quoi. Au moins, il a mis un tir, l'autre là. 1 sur 2. L'autre fou malade là. 1 sur 2 dans un super tir à 3 points. 1 sur 3. Avec un tir à la fin de la mi-temps, c'est vraiment un des plus grands baisers de l'histoire de la NBA, gros. Non, mais... Spring dans le corner et on a été tous choqués. Diagonale là. Il a cru que. Je sais même pas qui fait ça dans les matchs officiels. Il a cru qu'on était encore. C'était encore le genre de Denver ou de New York ou de Cleveland. Mais enfin bref. Voilà, Danny Green, on va pas, comme disait Erwan, tirer sur l'ambiance. Mais parmi les seconds couteaux, ce serait quand même important que les gars mettent un peu dedans. Hein. Caldwell Pope est à 1 sur 5 au tir, 5 points et moins de 26 de plus-minus. C'est une brave catastrophe aussi. Heureusement, en sortie de banc, et tu t'en as parlé tout à l'heure, Markieff Morris à 19 points, à 5 sur 11 à 3 points, incroyable stat. Kyle Kuzma fait un bon match en 23 minutes, Erwan ton pote, 19 points et 4 sur 8 au tir. Il était bon. Il est matché un peu avec de l'adresse. On sait que lui, de toute façon, dès qu'il trouve un peu d'adresse, forcément, c'est bien. C'est bien s'il pouvait rajouter un petit peu du rebond, un peu de la bagarre par moment. Un peu de défense. Un peu de défense. C'est vrai qu'il voilà, il se contente parfois un petit peu trop de son adresse. Ce soir, il en a eu, tant mieux pour son équipe, même si ça n'a pas suffi. Mais il a le droit de rajouter des petits plus qui font, par exemple, s'inspirer d'un mec comme Caruso, des extra passes, des trucs. Toujours un petit geste, toujours quelque chose qui fait que ses minutes sont bonnes, et même s'il n'est pas à droit. Est-ce que vous changeriez le 5 majeur au match 4, c'est une question comme ça. Moi, j'adore Caruso qui sort du banc parce qu'il amène vraiment quelque chose de bien. Après, tu as Rondo qui amène aussi des bonnes choses en sortie de banc. Est-ce que peut-être tu n'essayes pas de mettre Caruso et donc tu responsabilises énormément Rajon Rondo après en tant que 6e homme? Écoute, il n'y a que 2-1, je suis pas sûr que ce soit le moment complètement de... Parce que tu sors Danny Green du 5, tu sais que tu le grilles complètement. C'est clair. Ouais, non, je suis assez d'accord. Ouais, le piston, ça aurait peut-être éventuellement été Danny Green, mais bon... Comme je te dis, il est régulier, il peut faire un prochain match où il rentre, il va commencer par un 4 sur 5 et il va mettre les Lakers sur les bonnes rails. Donc voilà, après peut-être sur les rotations, peut-être essayer de faire rentrer McGee, on l'a pas vu encore pendant les finales alors qu'il a été bon toute la saison, il a été plutôt correct et même pendant les playoffs. Donc peut-être pour ajouter une rotation à l'intérieur, voir ce que ça peut donner, ajouter un peu de verticalité, pourquoi pas. Parce que Markieff Morris, du coup, prend beaucoup de temps de jeu. Il prend énormément de temps de jeu. Il joue beaucoup là. Après, il est très bon sur les playoffs. Il est très bon, mais c'est de l'adresse. Là, aujourd'hui, il met ses tirs à 3 points. Il est bon, mais dans l'attaque en fer à cheval, il fait partie aussi de ces mecs-là qui sont tout le temps au large. Et aujourd'hui, ce qu'il a manqué aux Lakers, c'est une vraie présence post-up, proche du panier, que ce soit pour le rebond, que ce soit pour des fixations intérieures. Il a manqué ce mec-là. Et alors, Morris, c'est bien 5-11, mais comme le dit Arthur très bien, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, c'est pas de l'adresse qui a fait défaut aux Lakers, c'est plus de l'alternance en attaque. Et l'alternance, c'était aussi mettre la balle à l'intérieur. Ils l'ont pas assez fait. Et c'est plutôt avec des mecs comme Dwight Howard et Anthony Davis, ou LeBron même, qu'on a très peu vu en post-up, alors sur le match 2 et le match 1, il est très fort sur le post-up. Voilà, ça a beaucoup trop manqué d'alternance. Donc moi, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir un petit peu faire du tableau noir. On va parler un peu des ajustements, justement. Je parlais du 5 majeur, on va pouvoir enchaîner là-dessus. Mais dans les flops, on parlait de l'état d'esprit ou de la défense des Lakers. Mais j'ai envie de parler vite fait de la défense du Heat. Donc on a vu pas mal en zone. Mais finalement, ils l'ont peu utilisé. Par contre, ils font un truc qui est très clair maintenant, c'est qu'ils sont en homme à homme à peu près, parfois en zone, mais ils sont tous avec un pied dans la raquette. Ils ont décidé de faire ce choix très clair de mettre de la densité dans la raquette pour dire vous n'avez pas pénétré. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de grand côté Lakers. Ça doit être un choix par rapport à ça. Battez-nous sur les extérieurs avec des tirs à 3 points, mais nous, en tout cas, on ne vous laissera pas aller facilement dans la raquette. Et ça marche en tout cas sur ce match-là. On disait dans le débris du match beaucoup moins de lay-up. On trouvait qu'il y avait eu beaucoup trop de lay-up de la part des Lakers. Ce soir, le 8 a raison, on donne beaucoup d'aide et on vient fermer très tôt et battez-nous, mais en tout cas pas sur des lay-up. Et ça change la vie quand même, quand une défense, tu donnes pas autant de paniers faciles. Et là, le contraste avec les Lakers, c'était incroyable. Parce que d'un côté, tu avais les Lakers qui sont tous en overplay, ou avec très peu d'aide, et le Heat qui est avec beaucoup d'aide. Et en tout cas, ce soir, il y a une vraie différence entre les deux défenses. Ouais, et Anthony Davis a été la première victime du système, même si lui aussi n'a peut-être pas fait tous les efforts. Bon, voilà, on en a déjà parlé. Dès qu'il avait la balle, c'était à 4-5 mètres du panier. Donc, ouais, voilà. Et pareil pour tous les autres. Et pareil, LeBron aussi. On a bien plus
plus l'habitude de le voir un peu plus proche du panier et même forcer un petit peu plus. Là, la défense était très compacte, très dense, comme tu disais. Donc, c'était tout de suite plus difficile et on s'est retrouvé sur une attaque caricaturale avec tout le monde en fer à cheval. Et c'est ce qui les fait perdre ce soir aussi. Juste avant le match, en preview, Erwan, on parlait justement du fait qu'il fallait défendre un peu plus. 104 points marqués par les Lakers. Miami fait à peu près le même match que le match avant. Ils étaient à 114 points marqués. Là, ils sont à 115. Ils sont à 51% au tir, 35 à 3 points et 91 au lancer franc. Donc, ils sont encore avec 25 passes décisives dans ce match-là. Donc, ils sont dans leur standard de bonne attaque, de très bonne attaque même pendant ces playoffs. Mais en défense, ils ont absolument tout changé. Et voilà, la bascule, elle a été simple. Maintenant, est-ce que c'est les Lakers qui n'ont pas été bons? Est-ce que c'est Miami qui a été très bon? Les deux. Voilà, c'est un peu le constat de tout ça. C'est toujours comme c'est jamais très c'est jamais manichéen. De toute façon, une analyse, donc il y a un peu des deux. Maintenant, moi, je pense qu'on parlait des ajustements du match 4. Ouais, alors vas-y, qu'est-ce que tu ferais? Moi, si je suis les Lakers, moi, je fais vidéo, je dis regardez, défensivement, regardez ce que vous faites. Regardez ce qu'on a fait, regardez ce que vous avez fait. Et au bout d'un moment, vous allez voir par vous-même. Je pense que de retrouver de l'alternance, moi, LeBron sur un post-up, il se passe toujours des bonnes choses. Anthony Davis en post-up, il se passe toujours des bonnes choses. Avoir un petit peu plus d'alternance et réimposer cette défense, remettre la guerre défensive qu'ils ont mis lors des 2 premiers matchs. Il n'y a pas besoin de changer les hommes. Maintenant, à Miami, il y a peut-être des mecs qui sont blessés. Dragic, je crains vraiment pour la suite, mais peut-être qu'Adebayo va revenir d'ici le match 4, et là, ça pourrait causer de nouveaux problèmes, et c'est là où il faudra peut-être voir certains ajustements. Mais en tout cas, les Lakers, surtout qu'il n'y a pas besoin de changer 60 000 rotations, mais en tout cas, regagner le combat, quoi. Ouais, mais même au-delà de tous les aspects tactiques, c'est surtout dans la mentalité et dans l'envie. Voilà, on l'a suffisamment répété, mais l'entame du premier quart-temps, l'entame des demi-temps est catastrophique et ça les met pas sur des bourrailles. Moi, je reste persuadé que c'est vraiment l'état d'esprit des Lakers qui a fait qu'ils n'ont pas été dedans et qu'ils se sont rendus le match difficile. Alors bien évidemment, Miami a fait un super match. Ils étaient dos au mur, ils ont assuré, ils ont trouvé l'adresse, tout ce qu'on veut. N'empêche, c'est quasi impardonnable pour moi l'entame et l'état d'esprit des Lakers ce soir. Est-ce que vous partez sur la même stratégie défensive pour les Lakers du coup? Vous laissez Jimmy Butler être à 13 passes et parce qu'au match 2, franchement, s'il a 30 points, c'est pareil. Donc il n'y a pas autre chose à faire. J'ai vu des choses très surprenantes sur pick and roll quand même, où on faisait du contrôle, mais alors du contrôle très très loin, quand je le vois mettre son tir avec la planche. Je pense qu'on a compris que c'était le leader, que tout allait passer par lui, pas forcément que les points, mais si lui est bon, forcément, il amène tout le monde avec lui. Si lui est un peu struggle, les autres, ils sont encore un peu jeunes, ils disent « Ah mince, si Butler il est pas bon, ça va être compliqué pour nous. » Donc il va falloir peut-être s'y coller, se mettre en mission. Ce que fait KCP sur Duncan Robinson est un travail qui est sous-coté complètement vraiment, mais il va falloir qu'un autre mec sorte, ou qui se relaie notamment, et qui s'y colle. Je pense que LeBron, ça serait bien. Et aussi pour montrer à ses coéquipiers, te dire le meilleur joueur d'en face, je vais m'y coller quelques minutes dans les moments chauds sur des fins de carton pour montrer que voilà, que je veux aussi relever le défi. Dernière question, est-ce qu'on imagine Miami faire un match 4 de la même teneur? Très compliqué de battre 2 fois les Lakers. Impossible même en playoff. Impossible même. Ouais, très compliqué. Après, c'est du basket. Au bout d'un moment, le basket, c'est aussi un sport d'adresse. Voilà, Miami est tout à fait capable de pouvoir sortir un match avec une adresse incroyable, faire une très bonne entame de match. Voilà, le basket, c'est un sport d'adresse. Alors après, pour aller chercher 4 matchs, mais je sais pas. Mais en tout cas, le prochain match, voilà, c'est possible. Moi, je dis pas qu'il y aura forcément 3-1, 2-2. C'est largement possible. Tu serais même capable de mettre de l'argent dessus, toi? Je sais pas, je suis pas expert en pari. Et toi, Erwan? Non, moi je vois les Lakers revenir très très fort. Je te dis, dur de battre les Lakers 2 fois d'affilée, dur de voir les Lakers enchaîner 2 mauvais matchs, parce que ça n'enlève rien à la superbe performance du 8 ce soir, mais on va pas dire que les Lakers ont été bons ce soir. Les Lakers ont été mauvais, on joue à l'envers. Et connaissant tonton LeBron, il aura son triple-double à 30 points. Il sort d'un match comme ça. Et Eddie pareil. Voilà, et Anthony Davis aussi, je pense qu'ils seront très revanchards et qu'ils connaissent le basket parfaitement et qu'ils vont appuyer là où ça fait mal. Et on l'a vu sur les 2 premiers matchs, quand les Lakers sont tous ensemble, défensivement déjà, en rythme, et qu'en attaque, on se passe un peu plus la balle, il leur arrive que des bonnes choses. Et voilà. Donc moi, je vois quand même les Lakers revenir très très fort et gagner ce match 4. Eh bien écoute, très bien. L'avantage, c'est qu'on est déjà lundi matin, dans la nuit de dimanche à lundi, et que le prochain match est demain soir, mardi soir. Donc on n'a même pas le temps de faire une sieste, que boum, il y a le match suivant. Je vais dormir là, moi, 20 minutes, et puis comme ça, je serai là pour le match 4. C'est clair. Le match d'après, le match 5, sera donc vendredi soir. On sera aussi en direct, comme toujours. Ça nous prolonge un tout petit peu le suspense pour
pour ces finales, hein, comme d'habitude à minuit, pour la preview en live avec Parion Sport. On essaie de vous donner des bons tips. Là, fallait jouer sur Jimmy Butler et la grosse cote à Miami 5 de Miami gagnant. Et puis là, comme maintenant, comme toujours, on est en débrief en live et puis avec le replay directement disponible sur YouTube. Pour les plus fous d'entre vous, on est sur Absol Sports sur le stream.fr à 16h30 tout à l'heure. Il est 5h00. C'est fantastique. Merci Arthur. Merci à vous. C'est cool de t'avoir. On s'est régalé. Toi, le fan de LeBron, qui, quand il vient, LeBron est nul à chier. Bah bravo. En tout cas, en fin de match. Je suis objectif au moins. Ouais, t'es objectif. Merci Erwan. Merci Tom. Merci Polo. Et puis à 16h30 sur Absol Sports, on embrasse tous les gens qui sont sur YouTube. Et sinon, à mardi soir pour le match 4. Salut. Took like 14 Adderall, drank 72 Red Bulls, and finished my intro the day of the release. I chase bad bitches, accolades, got will, son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, tell me how I've been here 10 hours. My chicks sour, rising and falling together, don't like me the Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it.